Bien, bonjour à tous, merci beaucoup pour ce mot d'accueil. Donc ravi d'être parmi vous, effectivement les enjeux sont immenses. Peut-être avant de plonger sur les risques naturels, les enjeux d'adaptation au changement climatique, quelques mots un peu plus généraux sur ce sujet de la planification écologique qui dépasse juste la question de l'adaptation et qui me semble important, en particulier dans le moment que nous vivons aujourd'hui. Moment de crise, à la fois de crise écologique, ça je ne vous refais pas le dessin sur les enjeux de gaz à effet de serre, de biodiversité, les risques naturels de plus en plus fréquents et nombreux, de crise économique aussi avec la situation que nous vivons, avec le ralentissement de la croissance, avec l'inflation, avec les enjeux de finances publiques, et puis de crise sociale et politique. Je pense que ça, nous le vivons en ce moment très fortement. Et donc, quelque part, cette planification écologique que l'on construit auprès du Premier ministre, elle est une partie de la réponse à ces trois enjeux-là. À la fois, c'est un projet, et j'insiste beaucoup, bien sûr écologique, je vais y revenir, c'est aussi, et là, dans ces dimensions, on retrouve les enjeux, au-delà de l'adaptation, des enjeux de baisse des émissions de gaz à effet de serre et comment concrètement on arrive à atteindre le point de passage de moins 55% en 2030 et la suite. Comment aussi, parce que tout est lié en matière de biodiversité, et je vais y revenir parce qu'en matière de résilience, ça joue un enjeu essentiel. Nous faisons tout aussi pour pouvoir mieux protéger nos milieux, nos écosystèmes. Des enjeux aussi de santé-environnement, avec l'alimentation, les phytosanitaires, la qualité de l'air. Des enjeux aussi de gestion de nos ressources naturelles, puisque plus on se projette vers l'avenir, plus on voit que ce qui va être des facteurs limitants dans le monde de demain, à la fois, je dirais, de notre vie quotidienne et économique, c'est le sujet de la ressource en eau en quantité limitée, la ressource en biomasse en quantité limitée, le foncier qui est une ressource rare, etc., etc. Et donc, la planification écologique, c'est comment on fait en sorte de pouvoir trouver un chemin de passage sur ces enjeux-là pour atteindre ces objectifs environnementaux. Mais dès le début, on l'a aussi conçu comme étant aussi un projet économique. Et là, il y a plusieurs dimensions sur lesquelles je vais revenir. À la fois, on part du principe qu'on continue l'activité économique et la croissance, et donc de ce fait, ça a des conséquences concrètes en matière de bouclage, en matière d'énergie, en matière de consommation de matière, etc. Et donc ça, il faut l'intégrer, il faut l'assumer. Ça a des enjeux aussi en matière de filière économique. Ça serait un échec de notre politique climatique si on arrivait à tout décarboner et que finalement on importait intégralement nos voitures, nos électrolyseurs, nos pompes à chaleur, tout ce qu'on veut. Et donc il faut absolument qu'on ait dès le début cette politique économique qui soit totalement cohérente avec cela. Et à cet égard, le vote européen qui vient de se passer, il y a une dimension très forte européenne sur ces sujets-là. Et notamment, et je pense que les mois qui viennent, du coup, reposeront ce sujet en matière de politique commerciale, parce qu'on voit qu'avec, d'un côté, la Chine et les États-Unis, il se passe des choses qui font que si on ne change rien, on n'arrivera pas à concilier ces enjeux-là. C'est un projet économique au sens où cette transition écologique, et je pense que vous êtes, pour certains d'entre vous, des fins observateurs de cela, un élément aussi essentiel de notre souveraineté, à la fois agricole, à la fois énergétique. Pourquoi ? Parce que, quand je parlais tout à l'heure des écosystèmes, protéger la biodiversité, quand on regarde les chocs climatiques, on voit très bien que, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est ça qui est la principale cause de nos pertes de rendement agricole, plus que du coup les enjeux de pesticides ou autres. Et donc de ce fait, c'est ça qui est un enjeu essentiel, se protéger, être plus résilient, changer de pratique, etc., pour pouvoir préserver notre souveraineté agricole. Et c'est vrai aussi en matière énergétique. Donc c'est un projet écologique, c'est un projet économique, et ça c'est très structurant. Et puis c'est aussi, et dans le moment que nous vivons c'est important, une forme de pacte social, cette planification écologique. Si je prends l'exemple des gaz à effet de serre, ce que l'on met sur la table, c'est un chemin de passage qui nous permet de baisser de 55% nos émissions, mais avec une contribution du monde économique de près de la moitié de la baisse, du monde des pouvoirs publics d'un quart. Donc c'est à la fois des questions d'aménagement, des questions de transport en commun, etc. Et on demande aux gens, concrètement vous et moi à titre individuel, de faire le quart de l'effort. Je dis ça parce que souvent, dans la situation que nous vivons là, on a l'impression qu'on demande à chacun de nous de faire tous les efforts et rien aux autres. Or, vraiment, ce qui est mis sur la table, c'est 75% de l'effort climatique, qui est entre les gros au sens large, à la fois les entreprises et les pouvoirs publics, et un quart aux gens. Et ça, je pense que c'est très important de l'avoir en tête pour essayer de surmonter la situation que nous vivons. Et au sein des gens, on ne demande pas à tout le monde de changer sa voiture en 2030. On demande à ce qu'il y ait 15% de voitures électriques, et donc 85% continueront à avoir une voiture thermique. Et ce n'est pas culpabilisant, c'est bien comme ça. Pareil en matière de rénovation énergétique. Ça, c'est des éléments importants parce que derrière ce qu'on esquisse dans cette planification, c'est un chemin qu'on veut
à la fois crédible, on essaie de ne pas se raconter d'histoire, on regarde les bouclages, à la fois en énergie, en matière, les enjeux d'investissement, de façon à ce qu'on puisse tenir cette ligne de crête qui est à la fois ne pas tomber dans le simplisme des solutions qui seraient magiques en interdisant totalement tel ou tel sujet, et puis à la fois en étant suffisamment radical et donc aussi exigeant pour qu'à la fin le compte y soit, les objectifs soient atteints. Et clairement, dans le moment que nous vivons, ça c'est à risque, c'est un risque. Et donc du coup, à la fois en risque de simplisme et de mesures caricaturales, à la fois aussi en risque de l'autre côté de négation de ce qui se passe et donc de détricotage de toute cette planification écologique. Et donc c'est aussi dans ce moment-là quelque chose que je voulais rappeler en introduction. Et cette méthode-là, pour terminer, j'en viens après au risque naturel, ce qui est important de souligner, c'est qu'elle marche, c'est-à-dire qu'il y a des résultats qui sont obtenus. Je voudrais citer simplement le fait que l'année dernière, on a baissé de nos émissions en France de 5,8% par rapport à 2022. Il y a une part de conjoncturel, bien sûr, mais il y a une part de structurel qui est très importante. On estime à peu près 2 tiers de structurel, 1 tiers de conjoncturel. On a aussi, malgré tout ce qu'on en dit, baissé structurellement la consommation de phytosanitaires en France, moins 20%. C'est pas encore assez, ça n'est pas rien, et donc c'est des résultats très concrets. Et tout ça, du coup, c'est absolument essentiel de continuer à tracer ce chemin. Je fais cette longue introduction avant d'avenir sur la question des risques naturels, parce qu'à la fin, de mon point de vue, tout se tient. C'est-à-dire que quand on parle, et vous allez parler toute la journée d'assurabilité, et donc du coup de votre rôle dans tout cela, elle ne se regarde pas seule, cette assurabilité, elle se regarde aussi, et elle sera d'autant plus faisable, faisable, que finalement tout le reste est mis en place. Et donc il y a cette politique qui soit efficace en matière de baisse de gaz à effet de serre ou de protection des écosystèmes, parce que l'écosystème, c'est un élément de la résilience, parce qu'aussi, il y a un réel pacte social, et donc il n'y a pas une fragmentation de notre société qui dit, en fait, c'est chacun pour soi finalement, parce que personne ne fait sa part, et donc du coup, une espèce de repli. Et je pense que ça, c'est aussi le ferment d'une crise de votre secteur, celui de l'assurance, si on tire le fil jusqu'au bout, et c'est très important. Alors, sur la question de... j'en viens maintenant à la question vraiment des conséquences du changement climatique et des sujets de risque naturel. Peut-être déjà pour vous partager le fait, ça vous le vivez dans votre quotidien, et puis quelque part les chiffres que vous avez annoncés au tout début en sont aussi une marque très concrète, c'est que c'est déjà très présent, très marqué, de plus en plus fréquent, avec des intensités qui sont aussi parfois plus grandes. Après, je pense que du coup, dans le prisme, on se concentre beaucoup souvent sur une partie de ces risques naturels-là. Moi, ce qu'on voit, nous, de façon extrêmement forte, et ce qui va s'amplifier, c'est qu'il y a un peu 4 compartiments. Il y a des enjeux majeurs du changement climatique sur la question de l'eau. Ça va être absolument... C'est déjà fort avec la sécheresse, ça va être encore plus massif. Je vous partage le chiffre, moi, qui me frappe beaucoup, un scénario de réchauffement à 3 degrés au niveau mondial, 4 degrés en France. Ça veut dire perdre 50 millions de mètres cubes d'eau utiles sur le territoire, alors même qu'aujourd'hui, on prélève tout confondu, les centrales nucléaires, l'industrie, etc., 33 milliards de mètres cubes. Donc on va perdre en quantité d'eau utile plus que l'intégralité de ce qu'on prélève aujourd'hui. Et donc ça veut dire quand même qu'on va changer totalement, non seulement de climat, d'écosystème, etc., mais du coup, on va devoir changer totalement notre rapport à l'eau demain. Et ça, c'est une transition qui s'organise forcément, mais qui va être très marquante. Et je pense que la prise de conscience collective sur ce point-là, elle est encore insuffisante. Autre enjeu fort, deuxième compartiment, tous les enjeux forestiers. Je souligne ça parce que c'est un enjeu extrêmement fort. Pareil, un chiffre pour vous illustrer cela. La forêt, alors que la forêt française s'accroît chaque année en surface, la croissance du bois de nos forêts a été divisée par 2 en 10 ans, entre 2010 et 2020, parce que plus chaud, moins d'eau, les arbres poussent moins vite, plus de mortalité. Et donc ça veut dire que même si elle s'étend en surface, la croissance, les arbres poussent moins vite concrètement et il y a plus de mortalité. Et ça, c'est un choc absolument massif. En ordre de grandeur, c'est 30 millions de CO2 par an qu'on a perdu en termes de puits de carbone. Et si je mets en regard, décarboner nos 50 plus gros sites industriels, ça rapporte 18 millions de tonnes de CO2 par an. Donc c'est en 10 ans, on a perdu un puits qui est supérieur à cela. Et ça fragilise, et or ça produit aussi de la biomasse qui est essentielle dans notre transition. Et puis en plus du puits du carbone, c'est aussi des enjeux d'écosystème extrêmement forts. Donc eau, forêt, agriculture aussi, qui est un des compartiments extrêmement forts sur lequel le changement climatique d'ores et déjà commence à se voir et qui va être de plus en plus structurant. Et puis toute la brique d'aménagement au sens large, et donc du coup qui est celle probablement sur laquelle vous êtes le plus présent au quotidien. Et je pense bien sûr au sujet à la fois d'activité économique, aussi d'habitation, de lieu de vie. Et donc c'est les conséquences des inondations, des sécheresses avec les retraits gonflements d'argile, etc., etc.
Et donc ça, pour vous dire que dans le constat que l'on fait en termes du point de vue de la puissance publique et des politiques publiques, on a un enjeu d'adaptation, de conséquences du changement climatique, de risques naturels, qui dépasse largement, me semble-t-il, le strict périmètre aujourd'hui de ce qui est assuré, assurable. Et donc de ce fait, c'est un sujet extrêmement large et sur lequel on a besoin de réfléchir ensemble. Et je vais revenir sur la frontière de tout cela et la façon dont on s'implique. Dans cette matière complexe, du coup, je tenais à saluer Thierry, bien sûr, Langrenay, pour le travail qu'il a mené et qui nous aide beaucoup à travailler la suite et à se projeter sur l'avenir. Ça a conduit d'ailleurs, et ça a été dit dans l'introduction, à ce qu'en matière d'équilibre financier du système, la hausse de surprime de 12 à 20%, qui va entrer en vigueur, si tout se passe bien, je l'espère, puisque les textes sont pris, du coup au 1er janvier 2025. Alors, derrière tout cela, cette fresque que j'esquisse, il nous faut bien sûr un plan d'action. Je pense que vous êtes nombreux, du coup, et si vous aviez eu l'occasion de me poser les questions, vous auriez demandé alors le PNAC, du coup, où en est-on, ce fameux plan national d'adaptation au changement climatique. Alors, peut-être plusieurs choses. C'est peut-être un peu frustrant, mais donc il est prêt. Mais vous ne le voyez pas. Il est prêt, mais donc il y a... Par construction, c'est un objet forcément très large, puisque du coup, ça touche tous les secteurs d'activité, ça touche absolument tous les compartiments, ça se veut être une trame d'action exhaustive, et donc il y a une cinquantaine d'actions phares, et en fait, une action phare, quand on ouvre la boîte, il y a plein de sous-actions, donc on est vraiment sur... Alors les services ont compté 250 items au total, donc de ce fait, pour vous illustrer le fait que c'est extrêmement large. Ce PNAC, du coup, l'idée, c'est pas simplement de le descendre et de le poser sur la table top-down, et donc du coup de se dire, c'est comme ça qu'on fait. Parce que finalement, toutes ces actions-là, ce n'est pas que les actions de l'État, et donc il y a besoin en fait d'en discuter, quelque part de contractualiser aussi, d'avoir une mobilisation générale, à la fois de vous tous, à la fois des collectivités locales, des entreprises, de façon à ce que chacun fasse sa part aussi, tout comme je le disais sur la partie de l'atténuation. Et donc il y aura une dimension dans le PNAC territoriale extrêmement forte. C'est-à-dire c'est une chose de faire le tour de l'ensemble des secteurs, des champs d'activité, du travail, des conditions de travail au sujet des bâtiments, etc. Mais ce qu'il faut surtout, c'est, et concrètement dans chacun des territoires, ça veut dire quoi? Quel est le plan d'action qu'on se donne? Comment on le fasse dans le temps? Et donc ce PNAC-là, une fois mis sur la table, il va surtout engendrer beaucoup de travaux complémentaires de façon à pouvoir le déployer très concrètement sur le territoire. Alors, si je regarde quelques axes forts, il y a bien sûr un sujet lié à la connaissance. Connaissance à la fois de l'acquisition de la connaissance et le partage de cette connaissance sur à la fois les scénarios de référence dont on se parle, donc d'ores et déjà cette fameuse TRAC, la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique a été mise sur la table avec le scénario central 3 degrés monde, 4 degrés France. Il y a les travaux qui ont été faits par Météo France qui permettent à la maille d'une commune du coup d'avoir accès de façon détaillée à ce qu'est l'évolution de la météo du coup suite au changement climatique. Mais au-delà de ça, on a, je pense, un énorme travail collectif à faire, et je pense qu'il est pour l'instant encore en devenir, sur la meilleure qualification des risques et des dommages dans cet univers extrêmement transformé, avec des zones qui sont pour l'instant trop blanches. Je pense par exemple au territoire ultramarin sur lequel la connaissance doit absolument être approfondie, avec aussi un besoin d'avoir une appréciation la plus large possible des risques. Je dirais, de par votre métier, vous avez un prisme et un zoom du coup sur les sujets assurables et sur la part qui est sous assurance, entre guillemets. Mais on a vraiment besoin d'avoir une vision, je dirais, socio-économique beaucoup plus large de tout cela pour pouvoir aussi discuter de ce que seront les évolutions de périmètre. Et les Français raisonnent, je dirais, tout confondu, chaque crise le montre, où on a toujours ces mêmes débats du coup avec la part assurable, la part non assurable. Et donc de ce fait, ce qui intéresse les gens à la fin, c'est le pied de colonne et la somme totale. Donc il y a un enjeu majeur, et donc il y a des moyens qui seront mis aussi sur la table pour pouvoir développer cette connaissance, je dirais, tous azimuts. Il y a après un deuxième axe très fort, presque le plus à mon sens, qui est celui de la prévention. On voit bien que, et ça je pense que ça apparaît très clairement, que les conséquences prises simplement du point de vue, je dirais, sans changement profond sur la façon d'aménager, sur un certain nombre de dispositions, par exemple si je prends les retraits gonflements d'argile, d'aménagement autour des maisons, de travail sur le sol, etc. en amont, on va avoir des conséquences qui vont être massives et il y a des choses qui pourraient être évitées. Et donc ce sujet de la prévention, à la fois il y a une bonne nouvelle, c'est qu'une bonne partie des actions de prévention, elles sont communes
avec les actions d'atténuation du changement climatique et de baisse des émissions. Donc on a des co-bénéfices des plans d'action qu'on déploie par ailleurs. Je pense par exemple à la question du confort thermique d'été, donc des questions de climatisation qui sont quand même très liées aux enjeux de rénovation des bâtiments qu'on fait aussi à l'occasion du confort d'hiver. Il y a des choses nouvelles à déployer, et donc là, on a, et j'en reviens à ma question de territorialisation, un enjeu absolument majeur d'arriver territoire par territoire à déployer un plan d'action concret de prévention. Avec du coup derrière un sujet de financement. Et je pense que du coup il est clairement posé et il n'est pas encore totalement résolu, ce sujet de financement. Je pense que, sur le sujet de financement, ce qu'on partage tous, c'est qu'il vaut mieux faire de la prévention le plus tôt possible et gérer sur le flux, plutôt que se retrouver directement à devoir, en un temps très bref, revenir et retravailler notamment sur nos infrastructures, nos bâtiments, etc., pour s'adapter en toute urgence. Et donc ça veut dire que dans le PNAC, on aura des mesures qui disent qu'il faut, au fur et à mesure des rénovations, des constructions, etc., intégrer nativement le sujet de l'adaptation, du coup, dans les normes de construction, dans les moyens de le faire. Ça serait très important. Après, il y a c'est ma question de finance. Donc, et ça coûte moins cher, j'étais dans mon point de financement, de financer au fil de l'eau ce travail de prévention, plutôt que du coup d'agir in fine. Alors aujourd'hui, on a un système du coup de financement de la prévention qui est mixte, mais qui repose quand même aussi beaucoup sur les soutiens publics. Et donc je pense qu'on a demain, on aura une période de transition dans laquelle les pouvoirs publics vont continuer du coup à mettre des moyens, et je pense aussi des moyens supplémentaires. Ça sera un des objets aussi de l'annonce du PNAC, de façon à pouvoir financer dès 2025 du coup plus de prévention sur le terrain. Je pense en particulier à la question des argiles en prévention. Pour autant, on voit bien que, et compte tenu des finances publiques, on ne peut pas massivement financer l'intégralité de la prévention sur fonds publics, et donc on a un modèle mixte du coup à développer. Et je pense qu'on doit le faire ensemble, c'est-à-dire que pour le coup, c'est un investissement aussi pour vous tous. Et donc ce cofinancement de la prévention, des choses se font d'ores et déjà, je ne suis pas en train de dire que rien ne se fait sur le sujet, mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin sur des montants qui sont beaucoup plus importants. Donc ça, c'est la question de la prévention. Et puis derrière ça, il y a une question de périmètre de ce qui est couvert par l'assurance qui est assez fort. Alors, le PNAC ne rentrera pas dans ce détail-là, c'est des discussions qu'il faut qu'on ait en parallèle. Et donc il y a des sujets, mais le rapport de Thierry le mentionne notamment, qui sont à la fois de périmètre, je dirais, de sujet, et puis aussi de présence territoriale. Et donc là, le sujet absolument majeur, c'est que à la fois nos concitoyens puissent continuer à avoir cette possibilité, cette solution de l'assurance un peu partout sur le territoire, sans pour autant donner de contre-signaux, c'est-à-dire en continuant de rendre totalement assurable, sans aucune modulation des territoires les plus exposés. On voit bien qu'on donne on peut donner un contre-signal sur la suite. Et donc cette construction-là, il y a les briques dans le rapport de Thierry qui ont été posées, et donc les annonces du PNAC sera l'occasion aussi de concrétiser un certain nombre de ces mises en œuvre-là, de façon à pouvoir avancer sur ce sujet de la couverture territoriale. Vous voyez que les sujets, au final, sont nombreux. Je ne vais pas tous les énumérer, parce que par ailleurs, vous avez maintenant de nombreuses tables rondes qui vont pouvoir revenir sur ces différents sujets, mais vraiment la question de la connaissance, la question de la prévention qui est essentielle, la question de la présence territoriale, la question de la soutenabilité économique du modèle vont vraiment être au cœur de nos échanges. Sur l'ensemble de ces sujets-là, je pense qu'on a vraiment des enjeux majeurs à aller beaucoup plus loin et à agir très rapidement avec l'efficacité. L'efficacité, c'est cette méthode de planification qui, de ce fait, a déjà montré des premiers résultats. Et ça, c'est en cours de déploiement, des enjeux aussi de planification territoriale. Je voudrais terminer par ça. On a mis en place des COP régionales, et qui ne sont pas simplement des lieux où on discute des constats de ce qui va mal en matière d'environnement au niveau local, mais qui sont vraiment tournés vers le plan d'action concret, très opérationnel, les leviers qu'on déploie. Jusqu'à présent, on les a centrés, ces COP, vraiment sur les enjeux d'atténuation et de biodiversité. On est en train, du coup, maintenant de mettre en place les différents plans d'action avec les collectivités. Alors, le contexte actuel fait qu'il y aura des petits décalages, mais à notre sens, du coup, l'automne, et donc et puis tout le début de l'année 2025, doivent être dédiés à intégrer beaucoup plus systématiquement les enjeux d'adaptation au changement climatique dans chacun des plans d'action territoriaux très fins. Et ça sera l'occasion à la fois de mettre en œuvre les enjeux sur les PPR, les enjeux sur les retraits gonflements d'argile, les enjeux aussi en matière de meilleure gestion d'usage de l'eau, notamment pour faire face aux enjeux des sécheresses et autres. Voilà, donc un programme de travail très riche. Encore merci de m'avoir
du coup offert ce temps de parole parmi vous. Je pense que vous jouez un rôle très structurant, à la fois par votre proximité du coup au territoire, par votre connaissance très fine des enjeux. Et donc de ce fait, il faut qu'on continue à cheminer ensemble. Et quand on mettra le PNAC sur la table à l'issue de la période d'élection qui est en cours, ça sera l'occasion de concrétiser tout cela. Encore merci et je vous souhaite vraiment de bons échanges au cours de cette journée.